Voilà, troisième conférencier de cette matinée, Pierre Gillis, que je connais depuis quelques années. La première fois que je l'ai vu, c'est pour sa conférence sur le Big Bang à Libramont, dans le cadre de notre autre association ABBA de la province de Luxembourg, qui accueille aujourd'hui d'ailleurs son président, qui a fait tout ce trajet pour participer à notre journée. Pierre Gillis est physicien, professeur émérite de l'Université de Mons. Il est aussi administrateur de notre association. Et sa conférence est intitulée « Rationalité, un cap à maintenir face à des vents contraires ». Et je lui cède la parole. Merci beaucoup. Et bonjour à tous et toutes à qui je n'aurais pas encore dit bonjour jusqu'à présent. Vous aurez sans doute noté que mon titre sonne un peu volontariste comme ça, hein, maintenir un cap face à des vents contraires. Et en effet, Patrice vient de le souligner, on vit dans un contexte, je crois quand même, de changements tout à fait importants. À ce titre d'ailleurs, peut-être je pourrais commencer par un tout petit début d'autocritique. Pour ceux d'entre vous à qui il arrive de lire notre newsletter, je me suis fendu il y a quelques mois d'un petit papier qui insistait plutôt sur la légitimité et la pérennité de certains combats, notamment de combats pour l'égalité. Peut-être que ça pouvait donner l'impression que je prenais mal la mesure des changements en cours, et c'est à ce sujet que je crois que ça mérite un peu d'autocritique. En tout cas, par rapport au thème de la rationalité, c'est un peu comme ce que Patrice vient de vous expliquer à propos de la tolérance. Les changements sont vraiment impressionnants et majeurs. En particulier, je voudrais insister sur l'idée qu'une bonne partie des combats pour ce que nous pouvons estimer être une attitude rationnelle, une approche scientifique, une partie de ces combats se sont déplacés, je dirais, vers l'intérieur du domaine scientifique lui-même, ce qui rend les choses, je crois, en effet, beaucoup plus compliquées. Alors, par rapport à ça, évidemment, on pourrait se dire, il s'agit dans une large mesure d'une victoire de la rationalité. En vérité, je vous le dis, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, je crains que cette victoire n'en soit pas vraiment une et que ce soit plutôt une forme de victoire à la Pyrrhus, porteuse de plus de nouveaux problèmes que de solutions. Alors, je ne voudrais quand même pas oublier un autre aspect de cette discussion qui a aussi déjà été abordé dans les deux exposés précédents et qui tendrait à faire croire que le cadre de ce combat pour la rationalité s'est entièrement déplacé à l'intérieur du contexte d'une approche scientifique. Entièrement, ça serait tout à fait faux. En effet, si on se place à l'échelle planétaire, ce qui avait été partiellement fait dans les exposés précédents, notamment en regardant ce qui se passait aux États-Unis ou en regardant ce qui se passait en Afrique ou en Amérique latine, on se rend compte qu'en réalité, les vieilles superstitions, ce que j'appelle les superstitions anciennes, n'ont évidemment pas complètement disparu. Alors je voudrais simplement redonner deux, trois citations qui sont des citations que j'avais déjà évoquées, notamment
quand j'avais fait l'exposé à propos du Big Bang, et qui tiennent à deux types de positions. On a déjà parlé des évangéliques, ils sont effectivement très radicaux, et ils échappent dans une certaine mesure à l'espèce de consensus mou que Patrice a décrit dans son exposé. Alors, deux citations, je dirais d'une part, une qui vient de l'Heure de la Bonne Nouvelle, qui est donc un site évangélique, et qui dit « Est-ce que la Bible parle de la théorie du Big Bang ?» La Bible énonce des faits. Dieu a créé les cieux et la terre. La théorie du Big Bang attribue l'apparition de l'univers à un effet du hasard, alors que c'est un effet de l'intelligence de Dieu. Point. Bon, OK. Et de manière peut-être encore plus explicite, le président de l'Alliance chrétienne des églises évangéliques d'Argentine écrit ceci: en cela, donc ma lecture fondamentaliste de la Bible, je suis un peu radical et extrémiste. Je ne fais aucune concession. Je ne crois ni au Big Bang, ni en la théorie de l'évolution, mais en la réalité du créationnisme. Il faut prendre littéralement ce qu'il y a dans la Bible. Bien sûr, on peut se demander comment a fait Jonas pour passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine, car on se dit qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'oxygène. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et donc, on pourrait croire, et dans notre contexte de discussion, ce genre de positions sont des positions qui sont en effet exclues, je dirais, du débat plutôt consensuel. Ce n'est pas parce qu'elles sont exclues du contexte de ce débat qu'elles ont disparu. Et en fait, elles continuent à exister. Et toujours pour se référer à une citation dont Patrice avait parlé aussi, elles rejoignent, si vous voulez, certaines des positions que saint Augustin avait pu défendre en disant « Quand la question nous est posée de savoir ce que nous croyons en matière de religion, donc c'est du saint Augustin, il n'est pas nécessaire de sonder la nature des choses comme l'ont fait ceux des Grecs qu'on appelle physici. Nous ne devons pas non plus craindre que le chrétien soit ignorant de la force et du nombre des éléments, le mouvement, l'ordre, les éclipses des corps célestes, de la forme du ciel, des espèces et de la nature des animaux, des plantes, des pierres, des fontaines, des rivières, des montagnes, de la chronologie et des distances, des signes de l'approche de l'orage ou de 1000 autres choses que ces philosophes ont découvert ou croient avoir découvertes. Il est suffisant pour le chrétien de croire que la seule cause de toutes les choses créées, céleste ou terrestre, visible ou invisible, est la bonté du Créateur, le seul vrai Dieu, et que rien n'existe sauf lui, qui ne tire son existence de lui. Encore une fois, du côté de l'Église catholique, on ne se revendique évidemment plus de ce genre de position, mais je répète, je suis convaincu qu'elles n'ont pas disparu. Alors, un petit mot aussi à propos de l'islam, qui est moins radical que les positions défendues par les angéliques à ce sujet, mais qui joue systématiquement le concordisme. Alors, le concordisme, c'est une position qui s'efforce de retrouver dans les textes sacrés les positions, les découvertes ou les acquis de la science moderne, mais si on étudie ces textes, ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas le faire beaucoup maintenant, mais si on étudie vraiment ces publications, on constate qu'en fait, ce qu'on y retrouve, ce sont des justifications a posteriori des formes de confirmation de la lettre du texte ou de ce qu'on veut lui faire dire, dans le cadre d'un exercice sémantique qui est quand même assez vertigineux. Et dans le meilleur des cas, on accorde à la science le droit d'éclairer ou de décrypter éventuellement un texte qui, avant les découvertes scientifiques, était quelque peu obscur. Donc, je ferme cette parenthèse parce que, je répète, ce n'est pas vraiment le sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui. J'ai envie de parler d'autre chose, et donc, en me disant que je vais y venir, le débat s'est déplacé. Alors, avant d'entrer vraiment dans cette problématique, je dirais aussi qu'il existe quand même aussi un mélange des genres, mais qui est déjà, je trouve, dans une certaine mesure, révélateur du déplacement du terrain de la controverse. Alors, je vais citer un exemple qui a été repris notamment dans ce bel exemplaire de manière de voir édité par Le Monde diplomatique sur vérité et mensonge au nom de la science, qui nous rappelle le fait qu'en 2001, Elisabeth Tessier, astrologue, a été faite docteur en sociologie en Sorbonne. Alors, c'est quand même relativement étonnant parce qu'elle a bénéficié de l'appui et de la caution
pratiquement d'une institution qui est parmi les plus prestigieuses au niveau académique. Alors que ce qu'elle prétendait faire, c'est écrit noir sur blanc dans sa thèse, c'est restaurer l'astrologie comme la science royale des astres. Je veux dire, oser écrire une chose pareille face au développement de l'astronomie et face au développement de l'astrophysique, c'est quand même assez gonflé. Et la Sorbonne a entériné, et ce n'est pas une phrase isolée, c'est tout plein dans sa thèse. Donc il y a à ce niveau-là, si vous voulez, un mélange des genres, pas sur le contenu. Sur le contenu, il n'y a rien de scientifique dans la thèse défendue par Elisabeth Tessier, mais par contre, évidemment, sur le terrain sur lequel elle se déploie, en l'occurrence ici, la Sorbonne, il commence à y avoir déjà quelque chose qui est un mélange des genres. Autre chose toujours, pour insister sur le mélange des genres, on peut, dans une certaine mesure, dénoncer une forme d'international de l'ésotérisme qui, je crois, peut remonter aux écrits de Steiner. Alors Steiner, c'est vieux, hein. Steiner, il est né en 1861, il est mort en 1925, et il a fondé une société qui s'appelle la Société théosophique, fondée en 1875 à New York. Alors, elle a beaucoup diffusé, et aujourd'hui, il y a toute une série d'activités diverses qui se revendiquent de l'héritage de Steiner. Donc, rappelons, il est mort en 25, hein, donc pas directement, bien entendu, mais avec des activités qu'on appelle l'anthroposophie, la biodynamie, et surtout, je dirais, il y a des écoles qui se revendiquent de Steiner. Alors là aussi, avec un mélange tout à fait curieux, une pédagogie qui s'inspire plutôt de certaines formes de la pédagogie libertaire, mais en même temps, si vous voulez, des points de vue quant à la manière d'organiser l'enseignement qui sont quand même assez étonnantes. Par exemple, il faut attendre la seconde dentition, 7 ans, pour apprendre l'apprentissage de la lecture dans les écoles. Parce que tant qu'on n'a pas de dents, il paraît logique de dire qu'il n'est pas normal qu'on apprenne à lire. Je ne vois pas très bien le rapport, mais soit. D'autre part aussi, il faut attendre la puberté et le développement du corps spirituel pour commencer à faire raisonner les élèves. Je vous laisse juge, mais en effet, c'est quand même assez curieux. Enfin, la puberté, on dirait, c'est 12-13 ans. Il y a quand même moyen de commencer à raisonner un peu plus tôt. Et tout apprentissage trop précoce est vécu comme dangereux pour le karma. Donc, toutes ces phrases sont des phrases qui viennent de sites qui sont dépendants de ces écoles Steiner. Et en même temps, si vous voulez, ces écoles sont des écoles qui sont subventionnées chez nous par... elles sont reconnues, donc elles sont subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, au nom de la liberté d'enseignement, bien entendu, je pense que ceci a quelque chose à voir avec le genre de discussion que Patrice avait introduit à propos de la tolérance. Je pense qu'il n'est pas très difficile de faire un lien. Alors, à l'inverse de ça, j'ai envie quand même de me permettre une citation qui est une citation générale et qui s'oppose à ça. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Eric Hobsbawm, qui est un historien, et qui a écrit dans l'ère des empires « Nous avons trop tendance à ignorer la vogue que connurent l'occultisme, la nécromancie, la magie, la parapsychologie et les divers avatars du mysticisme oriental qui s'emparèrent de certains milieux occidentaux. Jamais, depuis le début de l'époque romantique, l'inconnu et l'inconnaissable ne devinrent aussi populaires. » C'est une phrase que je reprends à mon compte sans aucun problème. Alors, un mot quand même pour dire effectivement, pour souligner un paradoxe. Dans la tradition de la théologie catholique, qui est un peu différente de ce dont j'ai parlé jusqu'ici, les progrès et l'avancée vers une attitude plus rationnelle ont été vécus largement de l'intérieur. Enfin, je veux dire, pas besoin de petits dessins pour ça, mais en effet, si vous voulez, durant tout le Moyen-Âge et même à la Renaissance, c'est à l'intérieur du monde catholique, souvent de manière conflictuelle, mais à l'intérieur quand même, que se sont vécues les plus grandes révolutions scientifiques. Par exemple, les jésuites ont été d'extraordinaires astronomes au XVIe siècle.
Alors il y avait un élément qui était un élément intéressant dans la manière dont l'Église catholique abordait les questions matérielles à propos du monde, qui était le monde est unique. Et quand on dit le monde est unique, on imaginait, c'est assez différent de ce qu'on raconte aujourd'hui évidemment, hein, mais on n'imaginait pas par exemple que l'enfer ou le paradis auraient pu être situés ailleurs que dans le monde que nous connaissons. Au point d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, certains physiciens ont vraiment mené des études relativement sérieuses pour arriver à situer l'enfer. Où est-il l'enfer? Alors la première proposition avait été de situer l'enfer à l'intérieur de la Terre. À partir du moment où on avait compris quand même que c'était relativement chaud et que ça brûlait pas mal, c'était une idée qui paraissait assez raisonnable. Et puis quand même, on s'est rendu compte qu'il y avait de vraies difficultés pour situer l'enfer là. Le XVIIIe siècle, c'est le moment où on commence aussi à étudier les comètes, à apprécier la manière dont les comètes se situent et comment elles fonctionnent, comment elles orbitent, etc. Et il y a eu un physicien anglais qui a proposé les comètes comme localisation pratique de l'enfer. Alors, c'est effectivement tout à fait intéressant, parce qu'il y a des moments où c'est très chaud, quand ça se rapproche du Soleil, par contre, des moments où c'est très froid, et cette idée de passer d'excès de chaleur à un environnement complètement glacé est évidemment une idée tout à fait intéressante. Bon, elle a été évidemment abandonnée, mais je veux dire, il y avait un côté quand même assez étonnant qui consistait à considérer que le monde était unique. Et puis ça, évidemment, ça a été totalement balayé, et aujourd'hui on est revenu à l'idée que si l'enfer ou si le paradis existe, ce n'est pas vraiment sous nos pieds, ni même sur les comètes. Alors par rapport à ça, évidemment, mélange des genres, cette idée que ça pouvait se trouver ailleurs a trouvé une nouvelle jeunesse avec les développements de la cosmologie moderne. Et donc, par exemple, on invoque, je ne sais pas moi, des failles de l'espace-temps ou des choses de ce genre-là, en disant il y a de toute façon des mondes qui peuvent être extérieurs à notre univers, on peut y accéder ou ne pas y accéder, ça se discute, via des failles de l'espace-temps, et c'est peut-être de ce côté-là, il y a une possibilité de retrouver tout ça. Bon, donc, je voulais dire, ce genre de déplacement dans lequel tout à coup on fait appel non pas à une théorie, mais à certaines idées qui sont plus ou moins associées à des théories contemporaines scientifiques, c'est effectivement une autre manière, si vous voulez, de faire avancer le schmilblick. Alors, un autre aspect, donc j'aurais tendance à dire aussi que de notre point de vue, et quand je dis le nôtre, c'est celui qui, je crois, a été défendu ce matin, il y a une autre manière d'approcher les genres, et qui est quand même aussi, me semble-t-il, extrêmement dangereuse. Moi, c'est ce que je qualifie des excès du scientisme. C'est un domaine dans lequel les sciences sont éventuellement mobilisées au-delà de leurs apports réels. Alors, je ne vais pas développer très fort, mais ce que j'ai dans mon viseur, dans mon collimateur, merci beaucoup, c'est le transhumanisme. En fait, je pense qu'on peut dire que le transhumanisme est une espèce de religion moderne, si on veut une espèce d'utopie, mais en tout cas dans une perspective qui ignore complètement tous les rapports sociaux. L'idée que nous vivons en société, que s'il s'agit de résoudre nos problèmes, ça passe effectivement par une approche sérieuse de la manière dont la société est organisée, ça échappe complètement au transhumanisme. Pour le transhumanisme, le salut passe par le corps. Je pense que c'est une forme de ce qui a été qualifié dans le temps de Robinsonade, dans laquelle on isole les individus, on pose les problèmes qu'ils rencontrent uniquement à leur échelle stricte, et on essaye de les résoudre. Alors, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les prothèses numériques promettent la fin de l'Homo sapiens? Est-ce que nous pourrons, un jour ou l'autre, atteindre à l'immortalité? Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, ces questions sont posées, alors là, je vais faire une espèce de procès d'intention, mais dans un contexte quand même où les conflits d'intérêts sont nombreux. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle occupe une position vraiment tout à fait importante, à la fois du point de vue des développements potentiels de ce que j'appelais ces prothèses numériques, mais aussi évidemment
du point de vue des retombées, dont sont très très proches certains des protagonistes de tous ces développements. Par exemple, Elon Musk ou Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, sont très très actifs dans le projet, derrière le projet Human Brain. C'est le projet qui envisage de reconstruire un cerveau humain et qui a été dénoncé en 2014 comme étant aux mains d'industriels et pas tellement de scientifiques. Je suis convaincu que le projet En finir avec la mort est un leurre. Enfin, je vais pas, de nouveau, ce n'est pas vraiment mon sujet, je ne vais pas développer, mais je suis aussi convaincu que les retombées du projet ne sont pas des leurres. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on promet la vie éternelle en faisant d'énormes progrès dans toute une série de techniques pour mieux congeler les filets de cabillaud? Ce n'est pas complètement abstrait, ça pourrait être une retombée possible. Les algorithmes de l'intelligence artificielle, je ne sais pas s'ils permettront de devenir immortels, mais en tout cas, ils sont vachement utilisés par les polices et dans le cadre de l'encadrement des citoyens. Donc il y a tout un côté, de ce point de vue-là, retombé, auquel je pense qu'il faut être tout à fait attentif. Alors le dernier point, c'est un point, avant de passer à la suite, c'est un point qui me paraît important aussi, c'est la surestimation de l'imagerie fonctionnelle. L'imagerie par résonance magnétique est une technique tout à fait importante. Alors, je la connais relativement bien parce que ça a fait partie de mon domaine de recherche pendant longtemps, et elle permet effectivement de réaliser des images extraordinaires du cerveau en train de fonctionner. Bon, maintenant, que mesure l'imagerie fonctionnelle? L'imagerie fonctionnelle, elle mesure essentiellement l'augmentation du débit sanguin dans les cellules qui sont en train de fonctionner. Et c'est tout. Ça permet effectivement de définir et de cerner les zones du cerveau qui sont en train de travailler par rapport à celles qui sont au repos. Mais elle ne vous dit rien, évidemment, quant à la manière dont la pensée fonctionne. Elles sont considérablement en retrait, ces techniques, par rapport à tout ce qu'on peut faire à partir de l'étude, par exemple, des réseaux de neurones ou des choses de ce genre-là. Si vous voulez, c'est un tout petit peu l'image que j'utilise par rapport à ça. Quand on augmentait le débit sanguin, donc mesurer l'augmentation du débit sanguin, c'est la même chose que augmenter l'alimentation en essence d'un moteur à explosion. C'est ce que vous faites quand vous enfoncez l'accélérateur. OK, ça veut évidemment dire quelque chose, le moteur tourne plus vite. Mais si vous espérez à partir de là comprendre comment fonctionne un moteur à explosion, vous êtes mal mis. Ce n'est pas comme ça que vous y arriverez. Vous savez effectivement qu'il consomme davantage ou que vous lui envoyez davantage de carburant, mais c'est tout. OK. Alors j'en viens maintenant à ce qui devrait, au mélange proprement dit, qui a été mis en évidence dans toute une série de contextes, notamment la pandémie évidemment, mais pas seulement. Alors, par rapport à la pandémie, on n'est pas encore dans le mélange le plus profond, mais quand même, il y a quand même des choses tout à fait intéressantes en disant que le langage des analyses scientifiques a été parfaitement utilisé. Alors, je ne vais pas reprendre beaucoup d'exemples, mais j'ai quand même envie de polémiquer un tout petit peu ou de reprendre certaines des analyses. Et je dois dire, j'en ai vu une synthétique tout à fait bien menée par Joanne Montet, qui est journaliste à la RTBF, et qui s'est intéressée aux déclarations du docteur Céline Andry. Alors, vous me direz, pourquoi je focalise sur ce cas? Parce qu'elle reprend vraiment toute une série d'arguments qui avaient été invoqués et que je trouve intéressant la manière dont ça a été fait. Alors d'abord, première remarque, 2 mots de présentation sur Céline Andry. Céline Andry donc, est en effet médecin, spécialisée en médecine esthétique, en médecine nutritionnelle, en médecine anti-âge, en détatouage et en médecine esthétique. Bon, je ne conteste pas ses qualités de médecin, elle a incontestablement un diplôme, mais elle est effectivement avec une pratique qui est assez éloignée des pratiques de virologue ou d'épidémiologue, enfin bon, bref. Et elle s'est permis une série d'affirmations qui sont des affirmations dont je dirais, à aucun moment, si vous voulez, on est sur le terrain d'une affirmation irrationnelle face à une affirmation rationnelle. Par exemple,
Je vois énormément d'effets secondaires, surtout récemment, et maintenant surtout sur des plus jeunes qui sont vaccinés. Ce sont surtout les jeunes qui vont faire des effets secondaires. Combien d'effets secondaires? 40 à 45% des patients vaccinés ont des effets secondaires. Donc, déclaration du docteur André. Pourquoi je dis que c'est sur le terrain? Mais parce que tout de suite, si vous voulez, il y a l'indication d'une statistique. 40 à 45%, ça fait sérieux. Bon, Joanne Montet est allée chercher les documents chez Sciensano dans des publications scientifiques et elle a trouvé la réponse ceci. Pour le 24 août 2021, 8 300 000 et des personnes avaient reçu, en Belgique, une dose de vaccin et on avait 27 700 rapports d'effets indésirables. Alors évidemment, on peut discuter sur ce que sont les effets indésirables. Moi, j'aurais tendance à dire qu'une petite douleur à l'endroit où on a reçu la piqûre n'est évidemment pas, au sens strict, un effet indésirable. Mais de toute façon, si on prend la proportion, même donc en prenant les effets recensés, on arrive à 0,33%. Bon, 0,33% par rapport à une déclaration de médecin qui nous dit 40 à 45%. Alors, je ne vais pas être trop long sur le sujet parce que je suis à peu près convaincu que je devrais convaincre personne ici. Perturbation du cycle menstruel chez les jeunes filles, elle l'annonce, dans les effets recensés, il y en a 0. Donc elle l'annonce alors qu'il n'y en a aucun. Les AVC, idem aussi si vous voulez. Là, il n'y a pas de chiffres. Il y a beaucoup plus d'hémorragie cérébrale associée avec le Covid qu'avec la vaccination, répond Joanne Montet. Mais en effet, il y a eu, donc ça c'est un effet avéré, quelques effets de thrombose qui ont été observés, mais de nouveau dans des proportions qui sont tout à fait négligeables. Et moi je dirais surtout nettement inférieures aux thromboses provoquées par le Covid directement. Donc là, il n'y a pas photo entre les deux chiffres. Donc je n'ai pas envie de m'approfondir davantage. Le dernier élément, c'était est-ce qu'être vacciné est une garantie par rapport à la contamination? Non. C'est-à-dire non au sens pas absolu. Mais de nouveau, les statistiques sont tout à fait claires. Est-ce qu'étant vacciné, on peut ou on ne peut pas transmettre le virus à d'autres? La docteure Andry répond oui, et même davantage, alors que la réponse est clairement le contraire. On peut être porteur en étant vacciné, mais on se débarrasse plus vite des virus que si on ne l'était pas. Et donc la probabilité de contaminer quelqu'un d'autre est nettement inférieure. Donc je ne vais pas poursuivre davantage sur ces histoires de discussions autour du vaccin à propos des antivax, etc., dont, paraît-il, ils vont se manifester autour de l'ELB aujourd'hui. Mais par rapport à mon propos, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a une tentative, à partir de ces positions-là, de se positionner sur le terrain scientifique, en disant il y a autant de maladies en plus. Bon, le démonter, il faut évidemment faire un travail réel pour le démonter, mais ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas trop compliqué dans la mesure où les données existent pour pouvoir contrer ce genre de choses. Et donc, en fait, ici, on utilise le terrain scientifique, mais, je pèse mes mots, pour commettre une imposture, en quelque sorte. Et j'en viens, si vous voulez, à ce qui fait plutôt le cœur dur de ce que j'ai envie de vous raconter, qui est beaucoup plus pervers, et qu'une émission d'Arte a rassemblé sous le titre « La fabrique de l'ignorance ». C'est beaucoup plus pervers et c'est beaucoup plus difficile à contrer parce qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une imposture ou d'un trafic de chiffres. Il s'agit vraiment de travail scientifique qu'on peut reconnaître comme tel. En quelque sorte, si vous voulez, le travail qui est effectué à ce niveau-là est un travail beaucoup plus professionnel que celui de Céline Andry. Alors quand je dis professionnel, dans ma bouche, ça n'a pas nécessairement toujours une connotation entièrement positive.
moi je suis assez sensible et assez d'accord avec la vieille position que j'avais entendue dans le temps avancée par le regretté Marc Moulin, qui était les meilleurs professionnels, ceux qui remplissent le plus le stéréotype ou l'archétype de la fonction, ce sont les tueurs à gages. Et donc, je suis assez d'avis que dans certains cas, on est proche de cette situation-là. Et en tout cas, dans ce que je vais vous expliquer à l'instant, c'est effectivement de ça qu'il est question. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de domaines scientifiques relativement nouveaux et de la manière dont des industriels et des fédérations d'industriels se sont organisés pour freiner, si pas bloquer, le progrès des connaissances scientifiques. Alors de quoi s'agit-il? On peut parler des pluies acides, des néocorticoïdes, de la mortalité des abeilles et surtout de la recherche sur le tabac. Alors la recherche sur le tabac, si vous voulez, ou les influences du tabac, ça a duré longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus pour admettre, parmi les scientifiques et dans le grand public, des deux côtés, un lien évident entre le tabagisme et la prolifération de cancer du poumon. Aujourd'hui, mais c'était loin d'être toujours le cas, en fait, le débat a commencé à peu près au début des années 70. Et on peut voir des débats devant le Sénat américain où une série d'experts, des scientifiques, disent 1. La nicotine n'est pas addictive, 2. Il n'y a aucun lien entre le cancer et l'absorption de nicotine. En fait, comment est-ce que ça s'est passé pour la nicotine? Eh bien, il y a eu à un moment donné, par exemple, une tentative menée par certains scientifiques américains à l'encontre des critères qui avaient cours précédemment. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les épidémiologistes considéraient à un moment donné qu'une augmentation de cas de l'ordre de 20% était plus que significative et tout à fait suffisante pour qu'on puisse au moins s'intéresser et prendre au sérieux le lien. Tout à coup, une série d'experts ont dit non, 20% ce n'est pas suffisant, il faut doubler pour que ça commence à être significatif. Alors il a fallu tout un moment, alors évidemment quand on dit doubler, c'est quand même doubler sur un nombre de cas qui n'est pas dérisoire, hein. Donc c'est vraiment un nombre de cas qui est tout à fait impressionnant. Et cette position sur il faut tenir, on ne peut tirer de conclusion qu'à partir du moment où on a un facteur 2, un doublement, a été défendue par une série d'experts. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait tous ces experts étaient en effet des experts financés par les industries du tabac. Alors, la situation est encore plus extraordinaire, je trouve, à propos de l'amiante. À propos de l'amiante, c'est carrément toute une série d'études scientifiques qui ont été financées, et on peut parler, si vous voulez, d'études scientifiques de diversion. Alors, par exemple, je ne plaisante pas, hein, entre les cancers qui auraient pu être provoqués d'un côté par l'amiante, on a cherché à les corréler par rapport au niveau de calvitie. Pourquoi? Bon, pourquoi pas? Effectivement. C'est évidemment une recherche qui est une recherche complètement... Enfin, je vous dirais, vous demandez à n'importe quel épidémiologiste pourquoi est-ce qu'on devrait faire une étude comme celle-là? Par diversion, justement. Et donc, on multiplie les sujets. Un autre qui a été fait aussi à l'époque, c'est le lien entre ces cancers et le fait qu'à un moment donné, on ait reçu du jus de tomate sur la peau. C'est complètement aberrant. Donc, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de multiplier les fausses pistes. Alors, on a fait exactement la même chose, si vous voulez, à propos du Roundup. Le Roundup, c'est l'herbicide qui, lui aussi, provoque des cancers. On a systématiquement, si vous voulez, réalisé des enquêtes, mais tout à fait sérieuses, par des labos tout à fait reconnus, et dont les méthodologies étaient tout à fait inattaquables.
Donc il ne s'agit pas du tout, si vous voulez, d'un parallèle de ce que je vous ai décrit avec Céline Andry. C'est en effet d'authentiques études qui ont été publiées dans les revues les plus sérieuses, méthodologie étant vérifiée, et on multiplie, si vous voulez, le nombre de corrélations dans tous les sens. Quel est l'objectif poursuivi? L'objectif poursuivi, c'est de pouvoir avancer des experts qui disent « rien n'est démontré ». Vous savez, on a étudié les liens avec la calvitie et peut-être il y a quand même un petit quelque chose. Je prends la calvitie comme je pourrais prendre n'importe quoi. Dans quel sens ça marche? Si on est chaud, on a un plus gros lien avec l'amiante ou le contraire? Je pense que le lien était à peu près nul. Il jouait sur des fractions de pourcent, mais bon, de toute façon, l'objectif donc était effectivement, dans un contexte strictement scientifique, de mettre en avant des études tout à fait sérieuses, inattaquables d'un point de vue méthodologique, et dont le seul objectif est de créer de la confusion au niveau des conclusions qu'on peut en tirer. La plus extraordinaire des histoires que j'ai envie de raconter, c'est à propos de certains plastiques. Alors, deux biologistes, Carlos Sonnenschein et Anna Soto, qui travaillent à Boston, cultivent des cellules cancéreuses. Et à un moment donné, ils tombent dans leur labo sur une prolifération de cellules cancéreuses tout à fait inattendue et anormale dans une de leurs boîtes d'études. Alors, ils ont vraiment essayé de comprendre ce qui se passait en éliminant les uns après les autres toutes sortes de facteurs possibles. Et ils ont fini par trouver que le facteur qui créait la prolifération, c'était les tubes de la centrifugeuse, qui sont des tubes en plastique. Ces tubes en plastique contiennent un peu d'œstrogène et sont susceptibles de stimuler la production d'œstrogène par les cellules. Il y a plein de plastiques de ce type dans divers emballages. OK. Alors on a commencé à se poser la question à quelle dose c'est toxique, à quelle dose ça ne l'est pas. Et là aussi, si vous voulez, il y a une découverte tout à fait étonnante. Traditionnellement, la toxicité est liée à la concentration. Plus il y en a, plus c'est toxique. En fait, ce qu'on a mis en évidence ici, c'est une toxicité qui était relative à des effets très faibles et qui jouait, si vous voulez, comme un perturbateur endocrinien. Alors, il a fallu imposer cette idée. Donc là, il y a eu un vrai débat scientifique, au sens où beaucoup de praticiens de la toxicologie étaient très réticents à l'égard de cette idée. Puis ils sont arrivés à se convaincre. Alors, une des personnes qui a étudié ce genre de questions, c'est Frédéric Wamsal, qui est un autre biologiste américain qui s'y est beaucoup intéressé et qui a voulu vérifier cet effet des doses très faibles. En fait, très faible, c'est donc 25 000 fois moins que ce qu'on imaginait comme étant efficace ou dangereux, si vous voulez, auparavant. Alors, il a étudié toute une série de publications et il a été surpris par un élément qui était tout à fait étonnant. Parmi les études, et il y en avait beaucoup, qui s'intéressaient à ce phénomène, parmi les études publiques, financées par des labos publics, 93% confirmaient la dangerosité des faibles doses. Par contre, aucune des études financées par les grands labos pharmaceutiques privés ne l'a confirmé. Il a étudié la méthodologie des études privées et à nouveau, à première vue, impeccable. Pas de problème. Et puis il a quand même fini par mettre le doigt sur un problème. Quand on fait des études de ce type-là, on fait des études sur des rats. On peut commander des rats de laboratoire et vous vous adressez à des firmes qui fournissent ça. Et il y a vraiment tout un catalogue de rats avec des caractéristiques différentes. Et il s'est rendu compte que toutes les études privées avaient fait appel à la même catégorie de rats. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces rats? Ils avaient une tendance spontanée à l'obésité et ils étaient déjà à peu près saturés en œstrogène. Et donc, ce qu'il a pu dénoncer, c'est qu'en effet, du côté des firmes pharmaceutiques qui étaient derrière ce genre de choses et qui voulaient éviter qu'on dise que c'était dangereux, ils avaient sélectionné les rats de laboratoire
pour qu'ils soient non sensibles aux effets recherchés. Ce qui n'était évidemment pas le cas des autres labos, dont 93% et pas 100%, parce que probablement certains des rats qui avaient été sélectionnés dans les autres études étaient des rats qui étaient eux-mêmes plutôt dans cette catégorie-là. Mais quand même, 93% confirmaient la toxicité. Et donc, c'était vraiment, en effet, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tueur à gages, c'est évidemment une attitude tout à fait délibérée qu'on peut appeler la construction de l'ignorance. Encore, donc, si vous voulez, on s'appuie sur des démarches tout à fait scientifiques, tout à fait fondées, méthodologiquement inattaquables, pour créer de la confusion et empêcher d'arriver à un consensus. En fait, si vous voulez... Excuse-moi, il y a une communication précédente. Oui, donc il se fait que les voitures qui sont parquées sur le boulevard, pas dans le parking du Calme, sont sujettes à déplacement par la police. Peut-être à cause de la manifestation qui est prévue. Voilà, c'est à cause de ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont placé leur voiture sur le boulevard même. Oui, parce qu'on ne pouvait pas. Oui, alors il faut tout de suite sortir et aller déplacer votre voiture avant qu'on ne la déplace à votre place. Et la mettre ici. Et la mettre ici. Oui. On ne le savait pas. On vient d'apprendre Les instructions du calme, elles ont varié à plusieurs reprises, parce que la police donnait des indications différentes. Je vais dire à la police du calme, une seule personne, en fait, il y aura une manifestation sur un moment, le siècle de Pfizer. Ça rejoint tes... Oui, ça rejoint exposé. Soit on a une voiture sur le boulevard, soit on n'en a pas. Ceux qui ont la voiture sur le boulevard, il vaut mieux qu'ils aillent la récupérer. Et donc peut-être que vous êtes parqué là où il n'y a pas de panneau et qu'il n'y a pas de problème. C'est possible aussi. Claude, on avait fait le bon choix. Je reprends. Alors, le dernier sujet, qui est probablement un peu plus connu, c'est le climat. Là aussi, si vous voulez, il y a eu, dans une certaine mesure aussi, la construction d'une attitude climato-sceptique à partir d'une série de centres de décision. Alors là, j'aurais tendance à dire qu'on est dans un cas de figure qui est évidemment tout à fait important, mais peut-être un peu moins net que l'exemple que je vous ai donné à propos des rats de laboratoire, qui est, je trouve, un cas d'école extraordinaire avec ces rats de laboratoire. En fait, à propos du climat, je pense qu'en général, c'est un sujet mieux connu, donc je vais moins le développer. Mais il y a en effet eu une série, par exemple, de propositions qui sont un peu intermédiaires, de défense de la position climato-sceptique, qui est un peu intermédiaire entre ce que j'attribuais à Céline Andry et les rats de laboratoire par rapport à la toxicité de l'œstrogène dans le plastique. Par exemple, sur le fait lui-même de l'élévation de température, vous prenez des statistiques, par exemple, sur les 50 dernières années, et la courbe est assez claire, mais pas d'une année à l'autre. En fait, si vous voulez, c'est une courbe qui présente des pics relatifs, et donc, je ne sais pas moi, par exemple, en 82, ça a monté, puis en 83, ça a redescendu, en 84, ça a remonté, etc. Donc ça ressemble à une courbe en dents de scie, année par année. Par contre, si vous regardez sur 30 ans, il n'y a pas le moindre effet de dents de scie. En fait, l'augmentation, la dent de scie, se fait autour d'une droite moyenne, qui est une droite moyenne qui est clairement en augmentation, sans la moindre hésitation possible. J'ai vu des publications faites par certains des climato-sceptiques qui ciblaient, par exemple, 3 années, je crois en l'occurrence c'était 91, 92, 93, 94, correspondant à des pics bien choisis pour montrer que de 91, 94, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc ça, c'est évidemment une forme de manipulation des données qui est assez simple à analyser. L'autre élément qui avait beaucoup été retenu, c'était la chronologie entre l'augmentation de la température dans le passé, à travers les glaces, l'analyse des glaces, l'augmentation de la température et la concentration en CO2. Au départ, effectivement, peut-être bien que
il est difficile de dire quel était le phénomène premier et quel était le phénomène second, un peu comme l'œuf et la poule. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet de renforcement, et que l'effet de renforcement est dû à la présence du CO2. Et donc toute cette discussion était une discussion qui a été en effet manipulée. Donc là, ce que j'ai envie de dire est un peu d'un ordre différent. Dans l'analyse, il y a eu un élément qui a été fourni il y a quelques années, en fait 3 ou 4, par un groupe qui est un groupe d'analyse des systèmes complexes à Paris. Alors les systèmes complexes, si vous voulez, c'est un domaine de recherche qui est relativement nouveau. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que chez Prigogine, il y a 40 ans, c'était déjà à peu près ça qu'on faisait. On utilisait les méthodes de la mécanique statistique ou les méthodes de l'analyse statistique et de la mécanique statistique pour étudier toute une série de phénomènes tout à fait différents. Et en fait, le groupe qui s'occupe de ce genre de choses à Paris attendez que je trouve exactement le nom. C'est le groupe donc, dans une des universités parisiennes a reconstitué les contacts informatiques qui servaient de canaux de diffusion aux positions climato-sceptiques. Et là, je trouve que c'est une démonstration. Là, évidemment, on est dans un registre un peu différent de celui que j'expliquais à propos des rats ou à propos du tabagisme. C'est plutôt à qui profite le crime. Et donc là, les centres de diffusion des positions climato-sceptiques étaient extraordinairement concentrés sur une série de think tanks, et notamment américains, qui diffusaient dans le monde. Donc j'ai vu les images, je ne vous les ai pas proposées parce que j'ai décidé aujourd'hui que je ne faisais pas de projection, mais dans lesquels on voit vraiment des réseaux qui centrent vers ces organisateurs d'information et qui en effet appliquent la même technique que celle qui était celle dont on avait parlé, qui est la création de la confusion et la difficulté ou les tentatives faites pour éviter d'arriver à un consensus. Alors, d'où viennent, que sont ces centres? En général, si vous voulez, c'est assez étonnant parce que le recrutement de ces centres recoupe un tout petit peu les vieux scientifiques qui avaient été embrigadés à l'époque de la guerre froide dans une forme de guerre idéologique. En fait, si vous voulez, ici, la motivation est une motivation fondamentalement idéologique, favorable à la liberté du marché. En fait, si vous voulez, l'idée de prendre des mesures contraignantes favorables au climat, ou plutôt favorables à la limitation de la production de gaz à effet de serre, c'est évidemment une manière de brimer le marché. Ces centres sont largement des centres libertariens, dans lesquels, effectivement, il s'agit avant tout on est motivé avant tout par le maintien ou l'élimination plutôt de toute entrave au jeu du marché libre. Alors, la démonstration était tout à fait parlante au niveau de où sont situés ces centres. En tout cas pour la Belgique, je trouve qu'on a quand même une forme de confirmation parce que c'est beaucoup moins statistique et c'est beaucoup moins important, mais il est quand même assez flagrant que la plupart des climato-sceptiques belges étaient regroupés autour de certains éléments, certains participants qui étaient engagés dans le centre Jean Gaulle, le centre d'études du MR, avec à la baguette, dans une certaine mesure, Corentin de Sales, mais par exemple, le ministre Clarinval a fait partie de ce courant, ou quelqu'un qui était beaucoup plus agressif et beaucoup plus offensif au plan idéologique, c'était Drieux Gottfriedi. Mais donc en Belgique, c'est effectivement ce milieu-là qui a été le milieu de regroupement des climato-sceptiques. Donc là, évidemment, ce que je fais ici, c'est un procès d'intention. Il n'y a aucun doute quant à ce fait-là, mais je ne suis pas gêné de le faire, parce qu'il est en accord, si vous voulez, avec ce qui s'est fait à l'échelle mondiale. Alors, j'en viens quand même doucement à peu près à ce qui devrait être ma conclusion. Il y a une vraie difficulté par rapport à tout ça, qui est, quand on voit effectivement le terrain sur lequel les études ont été développées, ce terrain qui est un terrain largement scientifique, il est assez naturel de se dire qu'un chat n'y retrouve pas ses jeunes. Et que, en tout cas, la stratégie de la confusion
elle porte ses fruits. Une autre manière de poser la même question, c'est de se demander à qui fait-on confiance? Alors de ce point de vue-là, j'ai envie quand même d'être un peu critique à l'égard de certaines positions qui se veulent très rationalistes et qui consistent à dire « vous devez vérifier vos informations ». Oui, dans une certaine mesure, mais vérifier les informations, ça passe inévitablement par une sous-question qui est « à qui faisons-nous confiance ?» Il est impossible de vérifier toutes les informations. Et si vous voulez, je peux vous donner une petite illustration à un niveau qui n'est pas le niveau tout à fait simplement grand public. J'ai fonctionné pendant pas mal d'années comme référé pour des revues scientifiques. Donc ça veut dire les propositions de manuscrits nous sont envoyées, on est censé les relire et dire en fin de compte ça va ou ça ne va pas. Mais c'est un dialogue, hein, donc ce n'est pas un jugement de ce genre-là. Comment est-ce qu'on procède? Éventuellement, on vérifie la méthodologie, on vérifie les sources et on vérifie les méthodes de calcul qui sont utilisées. Mais il n'arrive jamais à un référé, sauf cas tout à fait exceptionnel, de refaire les expériences qui ont été décrites. Les expériences, si vous voulez, on a un texte qui nous dit « voilà comment nous avons fait les expériences ». Ok, si on est d'accord avec la manière dont elles sont censées avoir été faites, on dit « c'est bon ». On nous présente un calcul théorique. On dit « on voit la logique du calcul théorique ». On ne refait évidemment pas l'entièreté du calcul. Donc, si vous voulez, même à un niveau qui est celui des reviewers des revues scientifiques, on ne va pas tout vérifier. On fait dans une certaine mesure confiance à celui qui a été mis en avant. Alors je souligne le problème en disant ce qui, moi, me stupéfie par rapport à toutes les théories complotistes, c'est à qui fait-on confiance et à qui ne fait-on pas confiance. La tendance que j'ai la conclusion que j'ai envie de tirer, mais peut-être elle est un peu trop brutale, c'est ce qui me stupéfie, c'est que le rapport qui me paraît, moi, le rapport rationnel et logique, est à peu près inversé. C'est-à-dire on constate dans les milieux complotistes une confiance assez étonnante faite à des gens comme Céline Andry, dont aucune des affirmations n'est vérifiée, plutôt qu'à des experts, au nom du fait que les experts, éventuellement, ne sont pas entièrement d'accord entre eux. Mais donc, il y a un vrai problème derrière celui-là, auquel je ne peux pas apporter de réponse simple, mais qui est à qui fait-on confiance? Pourquoi fait-on confiance plus à des gourous que par exemple au milieu scientifique proprement dit? Alors évidemment, une partie de la réponse, elle est dans ce que je vous ai indiqué précédemment. Bien entendu, quand on voit l'opération qui a été menée sur les rats de laboratoire, avec la sélection des rats de laboratoire par rapport au niveau de toxicité, on a de bonnes raisons d'être inquiet. Et il est vrai que le démontage de cette opération a nécessité pratiquement 1 an de travail pour Frédéric Wamsal, qui est la personne qui est arrivée à expliquer ce qui s'était passé. Donc évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Donc c'est en effet une question qui est une question relativement difficile et qui passe par des nuances. Mais je suis quand même convaincu, si vous voulez, que fondamentalement, il y a plus de raisons de faire confiance au système de reviewing par les pairs qu'à différents gourous qui développent des positions non argumentées. Bon, je donne ça très brutalement, mais c'est quand même ma conviction profonde. Alors, je voudrais terminer avec un tout petit problème ou une toute petite discussion à propos qui prend un peu de recul et qui rejoint ce que je disais sur la possibilité de tout vérifier ou pas. C'est la discussion qu'on peut avoir à propos du doute méthodique qui est invoqué par la science. Alors, un rappel, une petite citation pour situer les choses. Claude Bernard, qui renvoie évidemment à Descartes et qui dit « Le grand principe expérimental est le doute philosophique qui laisse à l'esprit sa liberté et son initiative. » Ok. Ça renvoie évidemment à Descartes. Alors, pourquoi mettons souvent ce doute en avant? Évidemment parce qu'il y a derrière la mise en avant du doute une manière de prendre ses distances par rapport à la manière dont on organise l'enseignement. Quand vous regardez l'enseignement des sciences, et en particulier l'enseignement des sciences dans le secondaire, on vous présente des théories bien ficelées.
et on ne voit pas très bien où est la place pour le doute. En fait, la place pour le doute, le plus souvent, elle est dans les prémices, et les prémices ne sont pratiquement pas abordées. Au point, par exemple, que j'ai une autre citation à vous montrer, qui est de Bachelard, qui reprenait cette idée-là, et qui disait ceci: « Le doute cartésien lui-même, qui devrait être le point de départ de toute pédagogie de la métaphysique, métaphysique au sens de commentaire des sciences, hein, pas au sens religieux du terme, n'est pas commode à enseigner. C'est une attitude vraiment trop solennelle, dit Bachelard, pour être convaincante. Il est bien difficile d'y maintenir un jeune esprit assez longtemps pour qu'il en pénètre la valeur. » Ok, donc ça, je dirais, c'est en effet une difficulté qu'on peut constater par rapport à l'enseignement. D'autre part, si vous voulez, quand j'entends certains scientifiques dire on cultive le doute systématiquement au sens où Descartes le fait, j'ai tendance à dire et rastreint. Hein. Enfin, je veux dire, dans le travail scientifique quotidien, c'est évidemment pas comme ça qu'on fait. Je veux dire, on travaille sur une théorie, on fait produire des résultats à cette théorie. Alors, de temps en temps, effectivement, quand il y a de gros problèmes, on en vient à douter de la validité de cette théorie. Mais je dirais que 99% du travail scientifique est un travail dans lequel on fait tourner une machine qui est bien rodée. Et la seconde question, qui est un corollaire de cette question-ci, c'est quand on introduit le doute, c'est à quel niveau peut-il arriver? Ben effectivement, il peut arriver à différents niveaux, il peut intervenir ou il peut être invoqué à différents niveaux. Un exemple qui est parlant ou intéressant, je trouve, de ce point de vue-là, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années quand des physiciens au CERN ont annoncé en conférence de presse qu'ils avaient observé des neutrinos plus rapides que la lumière entre le CERN Genève et l'appareil de détection qui était en Italie. Ils ont pris leurs précautions en disant oui, on pense que les mesures ont été faites sérieusement. Je vous dis tout de suite que la conclusion a été que le biais était à ce niveau-là, hein, il était au niveau des mesures. Mais on a mis quand même un certain temps à le comprendre. Et donc, il y a eu toute une prolifération à ce moment-là d'articles scientifiques posant la question qu'est-ce que ça veut dire du point de vue théorique. Alors, il y avait deux manières d'aborder le problème. Une manière était de réactualiser une vieille question qui avait été une question légitime, moi je dirais surtout au niveau des années 50-60, il y avait tout un courant de physiciens qui imaginaient que le photon, les grains de lumière, avaient une masse très petite, mais pas complètement nulle. Et il y a eu des labos qui ont travaillé pour essayer de mettre en évidence la masse des photons. Si c'était le cas, effectivement, ça voudrait simplement dire à ce moment-là que les grains de lumière vont un peu moins vite que la vitesse théorique limite caractéristique de la relativité, mais que cette vitesse limite existe. Autrement dit, on pouvait ne pas mettre en cause la relativité et simplement mettre en cause la nature des photons. Et puis, il y avait d'autres courants plus radicaux qui, carrément, mettaient en cause la relativité. L'ampleur des deux mises en cause est totalement différente, je veux dire par rapport à ce qu'on peut connaître. Et donc, de ce point de vue-là, les mises en cause les plus radicales sont sans doute souvent les moins efficaces. Alors, l'exemple qui est donné par rapport, je terminerai là-dessus, c'est une métaphore qui est due à Jean-Marc Lévy-Leblond, qui a largement mené cette dissertation à propos de la qualité du doute en disant « On peut évidemment pousser le doute tellement loin qu'on doute de tout ». L'exemple qu'il donne, c'est il y a une théorie, par exemple, qui dit que le Soleil est froid et que les taches solaires sont juste des trous dans la surface par lesquels le froid arrive. Ok. Si on peut opposer à cette vision une analyse thermique du rayonnement qui est envoyé par le Soleil et notamment au voisinage de ces taches solaires. Une analyse thermique, c'est donc une analyse qui s'intéresse à la couleur, à la longueur d'onde des rayonnements qui sont émis, eux-mêmes liés à la température de l'émetteur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, mais on tient à sa théorie.
Et donc on met tout en doute. Donc on met aussi en doute les théories qui sont issues des caractéristiques du rayonnement du corps noir et mettre en cause, si vous voulez, cette analyse spectrale. Et de proche en proche, très vite, on finit par se retrouver dans une situation dans laquelle il n'y a plus aucun acquis de la physique qui tient la route. Mais c'est évident que ce n'est pas comme ça que le doute est posé. Je veux dire, éventuellement sur un élément d'une théorie et en la construisant petit à petit. Et l'image que... donc, je veux dire, par rapport à ça, la mise en avant du doute absolu est en effet tout à fait contre-productive. L'image que Lévy-Leblond utilise et que je trouve tout à fait parlante, ils disent c'est un peu comme si pour faire une radiographie, on utilisait des rayons X tout à fait durs, c'est-à-dire les plus énergétiques. Ben, les rayons X les plus énergétiques, tout à fait durs, ils passent à travers toutes les matières. Et donc vous ne faites plus aucune image et vous ne voyez plus rien du tout. Et le doute poussé à l'extrême, c'est une manière, si vous voulez, de se positionner par rapport à l'examen du monde, comme si on envoyait des rayons X tout à fait durs sur n'importe quel corps qu'on espère examiner. Ça ne donne aucun résultat et c'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis à peu près au bout de ce que j'avais envie de vous raconter.